Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et j'accompagne les particuliers et les entreprises dans leur gestion de carrière. Ce qui me passionne avant tout, ce sont les parcours atypiques. Je suis convaincu que faire les bons choix professionnels, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. La mission de ce podcast, c'est de moderniser la gestion de carrière, avec des invités et des conseils qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour ce nouvel épisode de Trouver sa voie. Nous sommes le 29 avril 2024. Je suis très heureux de vous retrouver, nous ne sommes pas en direct aujourd'hui parce que j'ai perdu une semaine de diffusion. La semaine dernière, j'étais en déplacement et pour être honnête, je n'ai réussi à faire ni un tuto ni un épisode normal. Donc je me rattrape vite en ce lundi pour essayer de récupérer le retard. Il y a une autre raison, c'est que je voulais prendre un petit virage en ce moment sur le podcast. Et cette évolution, c'est quoi ? Eh bien, c'est que j'aimerais commencer à parler des biais cognitifs de façon un peu plus poussée. Il y en a qui sont très connus et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup moins connus. Et ce qui est certain, c'est que quasiment chacun d'entre eux, il y en a à peu près 250, chacun d'entre eux va peser positivement ou négativement sur notre carrière. Et donc je me suis dit, ça pourrait être super intéressant de mettre un petit peu plus à l'honneur ces fameux biais cognitifs et d'essayer de travailler dessus pour tirer des enseignements sur notre gestion de carrière. Et donc, j'essaie en ce moment de me rapprocher d'une psychologue avec qui on pourrait en discuter au micro de temps en temps. Et c'est comme ça que cet épisode est né. En fait, je commençais à préparer mon premier épisode sur les biais cognitifs, qui parlera probablement du biais d'autorité. Et puis j'ai commencé à travailler ce sujet-là. Et à mesure que je travaillais ce sujet, dans mon intro, je rappelais qu'il existe des biais très connus, comme l'effet placebo, qui n'est pas d'ailleurs un biais cognitif à proprement parler. Mais bref, l'effet placebo quand même, le syndrome de l'imposteur, que tout le monde connaît par cœur, le biais de confirmation, l'effet Dunning-Kruger, je ne sais pas trop comment ça se prononce, etc., etc. Et tout en préparant cet épisode, je me suis fait une réflexion. Je me suis souvenu que de très nombreux clients, notamment femmes, plein d'amis aussi, me parlent de ce fameux syndrome d'imposteur qui est vraiment vu et revu. Mais en travaillant aussi un petit peu l'effet Dunning-Kruger, qui est un peu moins connu, je me suis rendu compte que j'avais un avis sur la question. Je me suis aperçu que, avec ma pratique, je suis amené à accompagner pas mal de femmes, pas mal d'hommes, et je trouve qu'il y a une vraie différence entre ces deux effets chez les hommes et chez les femmes. Et je me suis dit, attends, avant d'aller faire un épisode un peu plus approfondi sur un biais cognitif pas très connu comme le biais d'autorité, et si on enfonçait un peu des portes ouvertes autour du syndrome d'imposteur, mais en allant un petit peu plus loin. Et pourquoi ? Tout simplement parce que ce que j'observe, et j'ai fait des petites recherches pour voir si les études prouvaient ça ou pas, mais ce que j'observe, c'est quand même qu'il y a une énorme différence entre les femmes et les hommes sur ces deux effets-là, syndrome d'imposteur et effet Dunning-Kruger. C'est-à-dire que la plupart des femmes que j'ai pu croiser ou accompagner dans mon parcours de coach s'interdisent littéralement de jouer des coudes pour évoluer, de faire valoir leurs compétences, etc. Je ne veux pas dire que c'est systématiquement le cas, mais clairement, il y a une vraie différence, de mon point de vue, entre les femmes et les hommes, sur notre capacité à évoluer en interne, à défendre notre candidature, à faire valoir nos compétences, etc. Et je me suis dit, mais ça, c'est quand même dingue, même si tout le monde le sait, moi, je le vis au quotidien et j'ai envie d'en parler de façon un peu plus poussée et notamment, vu qu'il y a des solutions pour ça, en tout cas, moi, c'est ce que je propose à mes clientes et on fait un petit travail là-dessus en général, eh bien, ce serait peut-être pas mal de parler de, premièrement, quelle est ma vision de tout ça, ces deux syndromes que je vais expliciter un peu, et puis, si vous êtes une femme ou un homme d'ailleurs, évidemment, et que vous vous sentez en difficulté pour évoluer, pour défendre vos compétences parce que vous vous sentez toujours un peu en imposture, eh bien, il y a, je pense, vraiment des clés qui peuvent vous permettre d'avancer et que j'aimerais bien partager ici. Donc, si je résume tout ça, la genèse de cet épisode, c'était de commencer à parler des biais cognitifs. Et puis, en fait, avant de se lancer dans les biais cognitifs, j'ai envie qu'on puisse parler de ces deux premiers biais très connus, donc, et de pouvoir voir leur application dans une évolution professionnelle. Donc, on va commencer par un petit rappel. Le syndrome de l'imposteur, c'est quoi ? Eh bien, c'est un sentiment persistant de ne pas mériter son succès, de ne pas être à la hauteur des attentes,
malgré les preuves du contraire. Ça peut entraîner un manque de confiance en soi, des difficultés à accepter les feedbacks positifs ou les compliments, ou à reconnaître ses propres réalisations, ce qui peut avoir un impact négatif sur votre carrière, que vous soyez une femme ou un homme, évidemment. Mais ici, je vais déjà commencer à parler un peu de cette différence que j'observe entre vous les femmes et vous les hommes dans ma pratique. À un moment du parcours, je suis amené à proposer un exercice où on revient sur ces 3 réalisations, 3 fiertés qu'on a dans sa vie. Et à partir de là, on travaille sur comment est-ce qu'on peut utiliser ces fiertés pour en tirer des idées futures pour la suite. Et ce n'est pas systématique, mais c'est quasi systématique. Très souvent, pour les femmes, il y va y avoir simplement 1, 2 réalisations, alors que 3 sont demandées. Et c'est écrit avec assez peu de mots, c'est assez sommaire. Et très très souvent, quand on arrive en séance, l'échange c'est bon écoute, j'ai rien fait d'intéressant, mais je me suis forcé un peu, et j'ai réussi à trouver 1 ou 2 trucs que j'ai fait qui sont pas trop pourris, enfin en tout cas c'est nul, mais j'ai trouvé que ça. Ok, et à chaque fois quand je regarde ce qu'elles ont fait, mais je trouve ça assez incroyable. Et puis on est obligé souvent de sortir les rames pour trouver une 3e idée, alors qu'en fait il y en aurait énormément des choses admirables qu'elles ont faites et qui pourraient servir de réalisation pour cet exercice. Et puis quand c'est pour les mecs, c'est complètement l'inverse. Pareil, je vais pas dire que je veux pas généraliser parce que c'est tout mon but ici de généraliser en fait. Pour les mecs en général, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que quasiment à chaque fois, les 3 réalisations sont bien présentes. J'ai un paragraphe très conséquent pour chacun. S'il y avait de la place pour 10 réalisations, je pense qu'il y en aurait quasiment 10. Et donc, je me rends bien compte quand même que quoi que dise la science et quoi que disent les stats, je pense, en tout cas moi de façon empirique, et ce que j'observe sur le terrain, c'est qu'il y a une énorme différence de perception de notre valeur entre vous les femmes et nous les hommes. Et voilà, ça c'est autour du syndrome d'imposteur. Ensuite, le 2e effet, le 2e biais assez connu sur lequel je vais passer un petit peu de temps aujourd'hui, c'est l'effet Dunning-Kruger, qui est aussi un biais cognitif et qui nous dit que des personnes moins compétentes vont avoir tendance à surestimer leurs compétences, tandis que des personnes plus compétentes vont avoir tendance à sous-estimer les leurs. Donc la règle ici, au moins je suis compétent, au plus je surestime ma valeur, au plus je suis compétent, au plus je sous-estime ma valeur. Donc évidemment, ici, on voit bien l'effet que ça peut avoir sur de la gestion de carrière. Et là-dessus, je ne vais pas être aussi cash que je l'ai été sur le syndrome d'imposteur et le petit exemple que je partageais, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai quand même l'impression que la plupart des hommes, moi y compris, vont avoir tendance à se surestimer légèrement, là où la plupart des femmes vont quand même avoir tendance à se sous-estimer légèrement. Alors après, je ne sais pas si c'est une histoire de compétence ou pas, mais ça rejoint un petit peu cet effet Dunning-Kruger. On a donc ici 2 biais cognitifs, syndrome d'imposture, effet Dunning-Kruger. Et j'ai commencé par me demander, ok, moi mon feeling c'est que vraiment, j'ai tendance à voir que pour les femmes, le syndrome d'imposture est beaucoup plus présent, et pour les hommes, l'effet Dunning-Kruger a l'air d'être beaucoup plus présent. Et je me suis posé la question, est-ce que ça se vérifie dans la science? Est-ce que les études le montrent? J'ai pas trouvé grand-chose. Alors, si je cherchais beaucoup plus, peut-être que je verrais des stats là-dessus beaucoup plus poussées. Mais je suis quand même tombé sur quelques chiffres. Ce que j'ai pu trouver, c'est que 70% des personnes, hommes et femmes, sont concernés par le syndrome d'imposture, c'est-à-dire les 2/3 d'entre nous. Ça peut être systématique ou à un moment de notre vie. Donc déjà, c'est quelque chose d'assez universel, assez généralisé. Pas vu d'études scientifiques, mais je suis tombé sur une étude de KPMG qui disait que grosso modo, 75% des femmes vont se sentir concernées par le syndrome d'imposture versus 50% des hommes. Une autre étude dans la tech montrait que c'était plutôt 50% versus 40%. En tout cas, ce que ça dit, c'est qu'on est quand même tous concernés, hommes et femmes, mais il y a une prévalence plus importante du côté des femmes. Et en menant ce petit chemin-là, ça m'a rappelé qu'il y a à peu près 6 ans, j'ai lu un livre dont j'ai oublié le titre, mais dans lequel il y avait une étude vraiment, pour le coup, passionnante, une étude menée par l'entreprise HP. Et cette entreprise-là avait essayé de savoir qui seraient ces top managers à horizon 15-20 ans. Ils ont donc mené une enquête sur leurs middle managers et leurs jeunes recrues pour essayer de s'imaginer quel pourrait être leur paysage de gouvernance 15-20 ans plus tard,
une fois que tous ces gens-là auront évolué et grandi, et voir un petit peu leur pyramide des âges et leur pyramide des genres pour leur gouvernance future. Je ne me souviens plus des détails de cette étude, ni des détails du livre, mais je me souviens que 2 éléments m'avaient énormément marqué, et donc j'ai ressorti mes petites notes. Ils avaient prouvé en interne que les femmes et les hommes, nous avons une approche différente de l'évolution professionnelle. Leurs collaboratrices demandaient une évolution parce qu'elles estimaient avoir atteint le niveau pour le job désiré. Donc en gros, l'idée, c'est qu'ils ont compris que une femme chez HP, dans le cadre de leur étude, allait postuler à un poste ou demander une évolution une fois qu'elle a atteint le niveau requis et qu'elle estime que c'est juste. Pour les hommes, c'était l'inverse. Ils ont vu que grosso modo, la plupart de leurs collaborateurs masculins postulaient ou demandaient une évolution pour acquérir les compétences qui leur manquaient. En résumé, les femmes chez eux postulaient parce qu'elles avaient les compétences, les hommes postulaient pour aller chercher ces compétences. La deuxième chose qu'ils ont mis à jour, qui est intéressant et qui est très lié au premier point, c'est à quel pourcentage de maîtrise des compétences demandées tu te sens légitime pour postuler. Pour les femmes, c'était plutôt autour de 90 ou 95%. Et pour les hommes, c'était plutôt autour de 60 à 65%. Ce qui prouve uniquement dans ce cadre-là, mais ce qui prouve dans ce cadre que, eh bien, encore une fois, les femmes postulaient parce qu'elles avaient coché les cases des compétences nécessaires et que les hommes postulaient pour pouvoir aller ensuite cocher les cases par itération, par leur nouveau job, acquérir les compétences qui sont nécessaires pour le job. Donc vraiment, une mentalité complètement différente. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui écoutez ce média depuis chez vous, ou en courant, ou dans les transports, que vous soyez une femme ou un homme, je trouve que ce phénomène qui avait été observé chez HP il y a une vingtaine d'années me semble tout à fait d'actualité aujourd'hui encore, même s'il y a plein d'exceptions, évidemment. Moi, j'ai plein de clients hommes qui ont un énorme syndrome d'imposture, des croyances qui se dévalorisent énormément, et j'ai beaucoup de femmes qui sont ultra confiantes en elles et qui sont des bulldozers. Mais quand même, je trouve que tout ça, ça fait sens, et moi, c'est quand même ce que j'observe sur le terrain, franchement, un peu tous les jours. C'est très fréquent d'avoir des situations du style, eh bien, en fait, je n'ai pas osé postuler, et du coup, c'est un collègue qui a pris la place. Ou, j'ai pas osé partager mes ambitions, et du coup, j'évolue plus. Ou, j'ai l'impression d'avoir attendu beaucoup trop longtemps avant d'acquérir ce poste qu'en fait, je maîtrisais largement. Etc., etc., etc. Donc, comme mon but ici, c'est d'essayer de trouver des idées de développement de carrière, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer dans nos carrières, eh bien, j'ai listé, je crois, 3 ou 4 petits trucs que je propose à mes clients, et surtout femmes du coup, qui veulent essayer de faire valoir leurs valeurs en entreprise, alors qu'elles n'ont pas le mindset pour ça, et qu'elles ont tendance à s'auto-saboter, et surtout, qu'elles ont tendance à attendre d'avoir les compétences pour oser enfin postuler ou dire qu'elles pourraient être intéressées pour une évolution. Le premier petit truc que je vous apporte ici, c'est de conscientiser tout ce que je viens d'expliquer là. Alors, peut-être que vous direz, non, mais c'est n'importe quoi, c'est des généralités, c'est des banalités, etc. C'est vrai. Mais de façon empirique, ça se vérifie. Il y a quand même vraiment une réalité autour de ce que j'amène là, j'en suis convaincu. Donc, prendre conscience de cette réalité. Mais non pas d'en prendre conscience d'un point de vue partisan, d'un point de vue politique. Là, ici, c'est à chacun de prendre ses engagements là où il le souhaite. Moi, je parle d'en prendre conscience d'un point de vue gestion de carrière, pour nous-mêmes. Et de se dire, attends, en fait, il est probable que je passe à côté de plein d'opportunités à cause de ce syndrome d'imposteur. Et je me rends compte que j'ai pas développé beaucoup plus ici l'effet Dunning-Kruger. Mais il y a une raison, c'est que je pense que c'est quelque chose de plutôt positif. C'est jamais un problème d'oser se lancer, d'être un peu au-dessus de ses compétences. Et si on s'est planté, au pire, on peut retourner un peu en arrière. Donc, cette sorte de surconfiance en soi, eh bien, je crois que c'est plutôt quelque chose qui permet de se lancer, de se planter, de continuer. Et donc voilà pourquoi je vais pas tellement développer ce point-là. Mais pardon d'avoir un peu oublié de le développer plus tôt. Donc j'en reviens à mes petits trucs. Prendre conscience que, en fait, vous êtes dans un monde où d'autres personnes fonctionnent différemment. Votre boss, de manière générale, et a fortiori si c'est un homme,
il va attendre que vous vous positionniez. Il va pas vous prendre par la main pour vous dire « Waouh, je trouve que tu commences à arriver à 95% là des compétences à cocher, je te verrais bien évoluer. » Ça peut arriver. Mais votre job, c'est de le faire savoir. Parce que peut-être qu'il va même pas y penser. Alors qu'en fait, si vous lui dites, eh bien, il va se dire « Mais oui, c'est vrai qu'elle est ultra compétente maintenant qu'elle le dit. Ça fait longtemps qu'on aurait dû la faire bouger. » Ou le faire bouger, évidemment, hein, si vous êtes un homme. Donc, prendre conscience que autour de vous, tout le monde ne fonctionne pas comme vous. Et que l'entreprise n'est pas une méritocratie. C'est pas parce que vous avez du mérite que vous allez évoluer. C'est parce que vous l'aurez demandé. C'est parce que vous aurez amené l'idée que vous êtes intéressé par une évolution et que vous aurez aussi de belles performances en face. Donc, prendre conscience de ça, ça peut être aussi prendre conscience que non, si vous ne trouvez pas des clés pour vous faire valoir, vous n'évoluerez pas aussi vite que d'autres personnes. Prendre conscience de ça, c'est prendre conscience que quand vous hésitez à postuler à une offre d'emploi, il y a d'autres personnes en face, notamment des mecs, qui vont pas hésiter une seconde, alors qu'ils seront peut-être moins compétents que vous. Donc ça veut dire que vous vous privez d'énormément d'opportunités. Ça peut vouloir dire que quand vous êtes plusieurs personnes dans une équipe et qu'il y a une évolution, si vous attendez d'avoir les compétences pour postuler, et ben d'autres personnes dans votre équipe vont postuler avant vous pour aller acquérir ces compétences. Notamment les hommes, une bonne partie d'entre eux. Donc premier élément ici, c'est vraiment de prendre conscience de ça. Et se dire c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Ce sont des biais, c'est peut-être héréditaire, c'est la conséquence de millénaires d'évolution. Ça changera, c'est en train de changer. N'empêche que ces biais sont présents. Et donc il faut en avoir conscience. Et comment on fait concrètement pour sortir du bois, pour aller défendre un peu son beefsteak quand on ne se sent pas légitime, mais qu'on est de facto légitime pour évoluer, quand on ne se sent pas le tempérament pour jouer des coudes, mais qu'on devrait jouer des coudes parce qu'on le mérite. Quand on se dit « Ah, j'aimerais bien bouger, mais je pense que ça va être compliqué », alors qu'en fait, c'est largement possible, envisageable, souhaitable, et c'est la moindre des choses que de vous faire bouger parce que vous en avez les compétences. Comment on fait concrètement? Parce que c'est facile à dire, mais je sais bien qu'en face, il y a de vrais blocages. Le syndrome d'imposture, ce ne sont pas que des mots, ce sont vraiment des blocages, des enjeux de confiance en soi qui font qu'on ne va pas réussir à le faire. Eh bien, je crois qu'une clé ici, ça peut être de laisser aux autres le soin de vous donner votre valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être de demander à votre N+1, à votre N+2, à votre DRH, de dire, en plus des points annuels, ce serait bien pour moi que tous les 3 mois ou tous les 6 mois, on puisse faire un point pour avoir du feedback, pour savoir ce que je vaux, pour savoir comment je m'en sors. Parce que si vous vous jugez vous-même, il est probable que vous soyez très mauvaise juge et très mauvais juge. Il est donc essentiel de laisser aux autres le soin de juger votre travail. Vous avez fait un projet, allez demander du feedback aux autres. Arrêtons d'écouter ce que vous pensez de vous-même. Ce sera très pauvre, parce qu'il y a ce biais-là qui vous dit que ce que vous faites, c'est nul. Demandez aux autres, demandez à un client, demandez à un manager, demandez à un collègue, qu'est-ce que tu as pensé de ce projet? Qu'est-ce que tu as pensé de ma participation à ce projet? Demandez du feedback, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres. Pour que les autres soient, premièrement, amenés à vous donner votre valeur, ça vous permettra d'avoir une indication un peu plus honnête de votre vraie valeur. Et deuxièmement, ça permettra aux autres de se souvenir de votre valeur. Parce que si personne ne vous donne jamais de feedback, ou seulement une fois tous les 2 ans pendant les entretiens professionnels, mais les gens, ils sont focus sur leur propre vie. Les gens vont oublier un peu votre valeur, parce qu'en fait, vous faites le job, tout se passe bien, vous recevez votre salaire, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et le boulot des gens n'est pas de vous faire évoluer, en fait. Alors, il y a certains managers très inspirants qui vont voir leur carrière comme un rôle de faire monter en compétence, de faire monter en puissance leurs collaborateurs, un peu comme des mentors. Il y en a plein, et tant mieux, et bravo à eux, et bravo à elles. Mais n'empêche que dans le monde de l'entreprise traditionnelle, on ne peut pas vraiment dire que ce soit la norme de se dire que le boulot de votre boss, c'est de vous faire avoir une carrière de ouf. C'est quand même pas complètement la norme. C'est plutôt, vous faites votre boulot et vous avez une rémunération en face, quoi. Et puis au bout d'un moment, ça évoluera. Donc si vous voulez évoluer vite, demandez votre valeur. Et peut-être, essayez d'arrêter de vous demander ce que vous valez, parce que la réponse n'est pas intéressante en fait. La réponse, elle est tellement biaisée que pour moi, elle est bonne à mettre à la poubelle, quoi. Cette réponse-là n'est pas valable. C'est comme faire une enquête
en allant voir seulement des gens. Ce serait comme faire un micro-trottoir en allant voir seulement une typologie de personnes, des gens qui pensent tous la même chose et qui ont tous les mêmes idées et avec des idées pourries, en gros. Et ça reviendrait un peu à ça. Ce n'est pas une bonne représentation de ce que vous valez. Troisième petit point, ce serait de partager vos ambitions. Mais peut-être pas vos ambitions court terme. La marche est peut-être un peu haute pour dire « Ah, j'aimerais bien évoluer à horizon 6 mois. Là, je sens que j'ai la niaque, je sens que je peux en faire plus, je sens que je peux prendre la place de mon boss, je sens que je peux remplacer un tel qui est parti, je sens que je pourrais créer ce genre de truc. » Là, la barre est peut-être un peu haute. Parce que le syndrome d'imposture est là, tenons-en compte, il est là et donc il pèse de tout son poids sur vos épaules. Donc, je suis pas en train de vous dire « Mais non, fous un coup de latte à ton syndrome d'imposture, tu verras, ça ira tout seul, respire un bon coup, va faire un footing ou fais de la boxe et tu verras que tu vas réussir à aller demander ton augmentation et tout. » Non, évidemment. Le syndrome d'imposture, il est là, il est bien présent, il est bien ancré, il va pas bouger tout de suite. Donc, tenons-en compte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que peut-être qu'au lieu de partager un désir d'évolution à court terme qui est difficile à demander, vous pouvez remplacer ça par de la transparence sur vos ambitions à long terme. Ça peut être à la machine à café, avec votre manager, avec votre DRH, ça peut être dans vos entretiens annuels, ça peut être d'en parler à vos clients. Mais d'oser dire où vous vous voyez aller dans 2-3 ans ou dans 10 ans. Quel genre de personne vous voulez devenir, à quel genre de salaire vous prétendez à terme. Ici, l'idée, c'est de ne pas vous mouiller sur qu'est-ce que je fais demain, c'est de ne pas devoir vous battre, c'est simplement de laisser infuser dans l'esprit des autres et de façon assez régulière que oui, vous avez de l'ambition. Non, vous ne vous survalorisez pas. Non, vous n'allez pas jouer des coudes pour obtenir le poste suivant. Non, vous n'allez pas dire que vous êtes super stylé parce que vous ne vous sentez pas super stylé. En revanche, c'est bien si tout le monde sait que vous avez une certaine ambition, que vous avez des désirs d'évoluer un jour. Si vous ne le dites pas, personne ne le saura. Et arrêtons de croire que les gens savent ce que nous on veut. C'est comme dans un couple, ce qui n'est pas dit n'est pas entendu. Et il y a très souvent des situations de couple où on se dit mais quand même je t'ai fait plein de signaux, tu comprends pas, ça fait des mois que j'essaie de te dire ça. Non, tu l'as pas dit. Du coup, je l'ai pas entendu. Et tous tes signaux, tes coups de gueule, tes coups de mou, les moments où tu pars marcher et tout, non, moi j'ai pas interprété, désolé. J'ai pas compris. Et c'est pareil dans le boulot. Votre manager, votre DRH, vos collègues, ils ne peuvent pas interpréter les signaux. Pas croire que si vous commencez à bougonner ou à je ne sais quoi, ou à dire « Ah là, c'est toujours les mêmes qui évoluent », les autres ne vont pas forcément comprendre que ça veut dire que vous voulez évoluer. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais j'ai cette conviction que si vous voulez quelque chose, il faut l'exprimer. Et que personne ne va lire entre les lignes, déjà parce que tout le monde s'en fout, pour commencer, et ensuite parce que c'est super dur de lire entre les lignes d'une autre personne. Ce point-là, c'était donc de partager ses ambitions et que tout le monde soit un peu au courant de ce qu'on veut devenir. Et ça évite de devoir se battre à court terme et ça permet quand même de laisser se développer une idée que oui, on est évolutive, oui, on a du potentiel, oui, on a des désirs. Et que si, en face, il n'y a pas de mécanique qui se met en marche pour nous faire évoluer, un jour ou l'autre, on va partir. Autre point qui pourrait être intéressant à regarder, c'est de prendre acte de ce syndrome d'imposture et tout simplement d'oser l'exprimer. Faire savoir à des collègues, à un ou une manager que, en fait, tout simplement d'être transparent ou transparente avec ce qui se passe. Et c'est de se dire, voilà, moi j'aurais probablement du mal à vous dire où je veux aller ou à me valoriser parce que j'ai tendance à tout le temps me dévaloriser, j'en ai conscience. Et donc, avant, je parlais de partager ses ambitions. Ici, je parlerai plutôt de partager ses fragilités. Partager cette sorte de petit handicap qu'est le syndrome d'imposture, qui fait qu'on va avoir moins confiance en soi et autres. C'est une chose de le dire à ses amis, c'en est une autre de le dire à son manager ou sa manager. Je sais que c'est pas toutes les entreprises ne permettent pas cette parole libre, mais je crois que au plus les gens savent que vous voulez évoluer et au plus les gens savent que vous n'êtes pas très fort pour vous mettre en avant, au plus ils pourront vous y aider en fait, tout simplement. Et ça amène mon dernier point, et qui est en fait le point clé et le conseil numéro 1 que je donne à mes clients et notamment clientes quand ils sont face à cette sorte de plafond psychologique qui font qu'ils n'osent pas
aller mettre plus de valeur à eux-mêmes et à défendre leurs intérêts, eh bien, ce dernier point, c'est quoi? C'est se faire aider par un mentor pour évoluer. Se faire aider. Laisser quelqu'un d'autre responsable de te faire évoluer. Et pas forcément ton boss ou ta boss. Alors évidemment, ça peut être le manager ou la manager. De dire, écoute, moi j'ai des ambitions, j'ai aussi mes limites, j'ai beaucoup de mal à me défendre, à défendre mes résultats et tout. Est-ce que tu pourrais m'aider à le faire? Est-ce que tu pourrais m'aider à me rendre plus visible dans l'entreprise? Est-ce que tu pourrais m'aider à faire valoir mes résultats? Est-ce que tu pourrais m'aider à évoluer d'ici 1 an ou 2 ou 3? Parce que moi-même, par moi-même, je crois que je vais pas y arriver en fait. J'ai pas le mindset pour. Je suis pas assez requin. J'ai pas assez les dents qui rayent le parquet. Je suis pas assez politique. J'ai pas assez confiance en moi. Et là, je vais ouvrir une parenthèse personnelle. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu. Et donc, c'est bien ici pour un exemple type que les hommes peuvent être aussi concernés par ce syndrome. Dans un de mes premiers boulots, c'est vraiment mon boss qui m'a pris par la main quand je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien bouger, mais je suis tout seul dans mon coin et je vois bien que ça bougera jamais en fait. Mais moi, je suis pas assez assertif pour me défendre dans cette énorme boîte qui s'appelle Danone, donc qui était quand même un énorme groupe. Et il a été super smart et je le remercie encore. Il s'appelle Sébastien. Et Sébastien, si tu m'entends, je te remercie. Et il m'a dit, mais en fait, ok, bah alors attends, je t'explique. En gros, pour évoluer chez Danone, il faut 1 des résultats, bon ça tu les as, 2 de la politique, être visible. Bon, les résultats c'est bon, maintenant il faut que tu sois plus politique. Comment on va faire? Bah, on va imaginer un projet que tu pourras présenter au siège, et comme ça au moins les membres du board, du COMEX et tout ça, ils sauront qui tu es, parce que pour l'instant, personne te connaît. Ok, super, bah, il m'a pris par la main, il m'a aidé à faire ce projet, ça m'a rendu plus visible, j'ai pas eu besoin de jouer des coudes, et puis 1 an après, j'ai évolué, grâce à lui. Moi-même, j'aurais pas réussi. Donc ici, ça peut être un manager qui vous prend par la main, mais encore faut-il arriver avec ambition, dire j'ai envie de bouger, parce que il ne va pas se rendre compte. Je répète, les signaux ne sont pas perçus. Si tu le dis pas, il le sait pas. Donc un peu d'ambition quoi. Oui, j'ai envie de bouger, je peux aller plus loin. Et 2, une forme d'humilité de en revanche, je suis pas assez costaud, j'ai pas assez confiance en moi ou j'ai pas les codes pour le faire. C'est pas ma façon de faire. Mais c'est pas forcément un manager qui va jouer ce rôle-là. Ça peut très bien être un collègue ou une collègue dans un autre service. Ou un collègue qui va vous mettre en avant et qui va jouer ce rôle de mentor, en fait. Ça peut être un mentor qui est interne dans l'entreprise et qui est donc complètement dans un autre service, mais ça va être un N+2, N+3. On a souvent comme ça des affinités avec une personne. Il y a souvent un crush, dans les grosses boîtes en tout cas, avec quelqu'un qui n'est pas du tout dans notre équipe, pas du tout dans notre niveau. Mais voilà, un peu comme on pourrait tomber en amitié avec un grand-père quand on est enfant, et ben on peut se lier d'amitié avec une personne qui a pas du tout le même salaire, les mêmes responsabilités. Et je sais pas trop pourquoi, un peu par magie, il y a des atomes crochus et on devient pote avec quelqu'un qui n'est pas du tout dans notre sphère, mais qui est pourtant dans l'entreprise. Mais ça fait le mentor parfait pour vous aider à évoluer. Mais c'est parfait ça. Et donc c'est pareil de dire, écoute, je crois que j'ai trop d'ambition pour rester là, mais j'ai pas assez confiance en moi pour évoluer. Comment on pourrait faire? Et cette personne-là peut vous aider. Et puis un dernier point, c'est quelque chose qu'une cliente a vécu, et c'est pour ça que je vous le partage. Ça peut aussi être externe à l'entreprise. Il y a quelques mois, je discutais avec une cliente qui s'appelle Céline, et je la remercie pour cet apprentissage. Céline a pris conscience que ses clients à elle, qui sont plutôt des gros clients sur des gros projets, eh bien en fait, ils sont vraiment ambassadeurs de son évolution. Parce que ses clients l'adorent, et ses clients font du feedback à son N+1, son N+2, etc. Et donc en fait, ce sont ses clients qui préparent le terrain de son évolution. Et elle n'a pas besoin de jouer des coudes. Alors je ne sais pas si elle est allée jusqu'à dire à ses clients ou les quelques clients qui l'adorent et qui ont le bras long, de dire écoute, j'aimerais bien bouger, mais vos clients, vos partenaires peuvent aussi être des alliés précieux. Si vous dites écoute, j'ai envie que ça bouge, mais j'arrive pas, je vais pas réussir, eh bien ces personnes-là peuvent très bien interagir avec vos supérieurs. Si je prends un de vos clients qui est très satisfait de vous et qui dirige une boîte ou qui gère des gros projets et qui connaît bien la directrice ou le directeur de votre boîte, bah, évidemment que s'il va le voir en disant écoute, tu sais que Céline, elle bosse vraiment super bien, on est super content d'elle, et qu'en plus elle a des désirs d'évolution, bah, évidemment que votre N+2, N+3, N+4, il va le garder en tête, il va se dire attends, celui-là ou celle-là, il faut pas le perdre.
Et là, vous êtes passé par une stratégie externe. Mais dans tous les cas, toutes les stratégies que je vous ai présentées ici, c'est toujours se décentrer de vous-même, c'est toujours laisser les autres faire le boulot à votre place. Je pense que plutôt que d'essayer de lutter contre vous-même et d'essayer d'être assertif alors que vous ne l'êtes pas, ou assertif alors que vous ne l'êtes pas, vous avez d'autres qualités. Eh bien, laissez d'autres personnes vous aider à bouger les lignes, à grandir, à défendre qui vous êtes. Ils le feront mieux que vous, en fait, et plus efficacement. Ça, c'était le premier message. Et le deuxième message, je répète, c'est partagez vos ambitions. Personne ne peut vous faire évoluer si vous ne le dites pas. Tant que vous ne direz rien, tout le monde sera content de vous payer pas trop cher pour un boulot que vous faites qui est colossal. Et ça, c'est normal, c'est la loi du marché, quoi. On va jamais cracher sur quelqu'un qui bosse bien et qui coûte pas cher. Et donc, il y a aucune raison de vous faire évoluer si vous ne dites pas que vous en avez envie ou qu'il y a un risque de départ. Voilà, c'est vraiment basique, mais je pense qu'on a tendance à l'oublier, notamment quand on est victime de ce genre de syndrome-là. Et donc oui, en fait, tout le monde est satisfait par quelqu'un qui bosse dur, qui coûte pas trop cher et qui ne demande pas trop de choses. Cette situation peut durer longtemps. Donc encore faut-il pouvoir l'exprimer. Voilà, je m'arrête ici, sinon je vais me répéter, et je crois que je me suis déjà beaucoup répété. Mais bref, le résumé en une phrase, c'est quand on est dans cette situation, c'est laissons les autres nous pousser en faisant connaître nos ambitions et notre limite, notre manque de confiance en nous et notre besoin d'aide. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de me dire si oui ou non ça vous intéresse d'aller plus en détail sur les biais cognitifs. Alors, il y en a 250, il y en a des très connus, il y en a qui sont pas du tout connus, et moi, j'aimerais bien aller voir ceux qui sont pas du tout connus pour aller creuser à chaque fois un point très précis et découvrir ça tous ensemble, et de le faire, pourquoi pas, avec, comme je vous disais, une psychologue qui pourrait apporter un regard là-dessus. Et ce que je vous demande, c'est un peu comme un YouTuber à l'ancienne, de me laisser du feedback si ça vous intéresse. En gros, si cet épisode-là vous a plu, et surtout si vous voulez que j'aille un peu plus loin sur les biais cognitifs, eh bien, écrivez-moi un commentaire, que ce soit par mail, que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcast. Écrivez-moi un petit mot, et si je vois qu'il y en a quelques-uns, eh bien oui, go, ça veut dire que ça vous plaît, et j'y vais. Et sinon, peut-être que ça voudra dire que c'est pas si intéressant. Voilà, bonne semaine à chacun, et surtout bon courage pour jouer des coudes sans jouer des coudes. Bye bye. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez besoin de conseils de carrière pour vous-même ou pour vos collaborateurs, vous pouvez me retrouver sur albanmas.com.